Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce dernier webinaire de notre saison 2021. Donc, nous sommes très contents de vous retrouver pour ce dernier webinaire pour la série Bonnes pratiques des utilisations des capteurs. Donc, cette fois-ci, on va particulièrement parler de l'aspect électrique. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Luc Mijon, qui est Bonjour à ingénieur tous. chez PCB. Bonjour. Et donc moi-même, Colin Dizès, chargé marketing depuis 1 an chez PCD. Donc je vais vous rappeler très rapidement ce que c'est PCB, mais je pense que vous connaissez très bien, mais je vais faire ça très rapidement. Alors, hop. Donc PCB Piezotronics a été fondé maintenant depuis plus de 50 ans aux États-Unis, à Buffalo, et donc développe et fabrique dans ses propres usines des solutions de mesure et de grandeur physique, ils contrôlent leur chaîne de production à 100%, que ce soit du R&D, de la R&D, pardon, jusqu'à la fabrication et la commercialisation de leurs produits. Et donc nous, la filiale française, PCB Piezotronics SA, nous existons depuis maintenant plus de 20 ans. Nous sommes 20 salariés et nous faisons en moyenne 8 millions de chiffre d'affaires. Pour nos marques, bien sûr, nous vendons 5 marques. Nous distribuons 5 marques. Donc déjà la première PCB Piezotronics, qui est surtout connue pour ses capteurs piézoélectriques. Andevco depuis 2019, très connu pour sa technologie MEMS. Z-Modal Shop, pour tout ce qui est système d'étalonnage, pots vibrants, etc. IMI-Sensor pour tout ce qui est partie industrielle. Et enfin Larsen Davis pour la partie plus acoustique. Donc PCB Piezotronics, nous sommes un fournisseur de solutions pour l'amélioration technique et économique de la performance de vos essais. Nous avons certaines valeurs, et parmi celles-ci, nous retrouvons la qualité de nos produits. Comme je le disais, chez PCB, en fait, nous maîtrisons à 100% notre chaîne, à savoir de R&D à la conception, à la fabrication et à l'assemblage. Aussi, nos collaborateurs ne sont pas que des commerciaux, ils sont aussi ingénieurs, ce qui fait toute la différence, c'est-à-dire qu'ils pourront vous conseiller au mieux pour répondre à vos besoins et que vos essais se déroulent le mieux possible. Et aussi, nous avons une large gamme de services. Parmi ces services, nous avons tout d'abord la location, que ce soit sur courte ou longue durée, et l'étalonnage, que ce soit aux États-Unis ou dans nos labos en Allemagne. Et nous avons un portail client sur lequel vous pouvez faire des devis, mais également, depuis peu, vous pouvez regarder le délai de livraison, voir la disponibilité de certains produits. Et même, il est possible de payer par carte bleue désormais. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Je vais laisser maintenant Luc rentrer dans le vif du sujet. Luc, c'est à toi. Ok, merci Colin. Du coup, on va passer immédiatement à la diapo suivante. Hop, voici. Vous retrouvez cette image pour ceux qui ont déjà participé aux précédentes. Globalement, cette visioconférence, elle est dans la suite des deux précédentes qui étaient orientées sur les aspects mécaniques en fait des capteurs, que ce soit de leur montage, de leur manipulation. Cette fois-ci, on va se focaliser sur les technologies et leur aspect plutôt électrique des incidences de l'environnement. Au même titre que ce que écrit Maïwen sur le chat actuellement, c'est un échange, je dirais, d'expériences, de connaissances communes sur les utilisations des systèmes électriques. On se focalise quand même beaucoup sur ce qui s'applique à nos capteurs, tout en conservant, enfin l'objectif c'est de garder quand même une vision globale des aspects électriques de système de mesure et essentiellement des capteurs. La page qui est ici, c'est la représentation en fait des technologies associées
aux mesurantes qu'on aura dans les capteurs qu'on propose. Le concept est assez simple au niveau représentatif. La partie noire, c'est la structure du capteur. La partie grise, comme on travaille toujours avec un système mécanique qui va générer un signal, c'est la masse qui va entraîner une déformation. Et cette déformation va être mesurée, dans le cas des capteurs résistifs, par la variation d'une résistance. Dans le cas des capteurs capacitifs, qui sont des condensateurs, par la distance qui va séparer les deux surfaces du condensateur. Et dans le cas du capteur piézoélectrique, le cristal, enfin du moins la partie piézorésistive, qui va se déformer soit par compression, soit en cisaillement, et va libérer des charges. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des phénomènes qui sont mécaniques, qui délivrent un signal électrique. Très rapidement, on présente, alors là, il y a un tableau, il y a plein de données. Mon objectif, c'est pas de lire tout ce qui est écrit sur le tableau, mais comme déjà précisé, la présentation, le support sera transmis après la visioconférence. Et donc, en fait, ça vous donnera plus d'éléments que ce que j'aurais dit, ou des apartés qui ne sont pas forcément nécessaires de présenter de façon verbale. Les capteurs résistifs, encore une fois, brièvement, ce sont des résistances, généralement par multiples de 4, qui sont associées en pont de Whetstone. Et on va déformer et changer ces valeurs de résistance qui vont déséquilibrer le pont et délivrer un signal électrique. Les deux technologies qui sont communes, c'est la jauge de contrainte qui va être collée sur une structure, ou alors, dans un cas, le composant MEMS, qui sera un assemblage plus complet, mais de façon miniature, voire sub-miniature, puisqu'on parle de quelques nanomètres, sur le système complet. On peut travailler donc avec le pont lui-même, qui est un composant passif, et qui, sous déformation, va délivrer son signal électrique. Et il existe donc aussi dans une version plus assemblée électriquement, c'est-à-dire avec son système de conditionnement, d'alimentation et d'amplification pour délivrer un signal qui, lui, sera amplifié et souvent caractérisé avec une répétabilité en fait, de signal électrique. Forcément, de par son type d'assemblage ou la complexité de son assemblage, on va avoir des influences ou des situations qui vont varier par rapport à l'environnement. On sait très bien qu'une résistance, ça va être sensible à la température, ça va être aussi sensible au champ magnétique, donc automatiquement un circuit qui aura des résistances va avoir des paramètres par rapport à ce type d'environnement. Si maintenant on l'intègre dans une électronique, on va avoir des composants supplémentaires qui potentiellement auront aussi qui seront influencés par l'environnement extérieur. On va augmenter notamment en thermique, on va augmenter en fait les dérives. Donc on ne va pas traiter de la même façon le capteur par rapport à sa complexité. Si maintenant on passe sur les capteurs capacitifs, si vous regardez en haut du tableau, il y a des petits symboles. Ces symboles en fait sont là pour représenter si on est plutôt, dans le cas des capacitifs, si je prends comme exemple, l'acoustique. Dans le cas du MEMS, on aura de l'acoustique avec de la vibration, et le dernier des trois symboles qui est en fait un système de mesure angulaire. Là, comme j'ai expliqué sur les capteurs capacitifs, ce sont en fait deux membranes en opposition, et le déplacement issu de la sollicitation va, que ce soit donc en acoustique, en accélération ou en rotation, enfin associé à une rotation par un effet Coriolis, excusez-moi, je suis un peu plus complet sur on va dire. On va avoir une variation de la distance entre ces deux membranes qui vont faire varier la capacitance du condensateur. Ce sont des composants, ça nécessite un système électrique derrière, bien souvent associé. On ne peut pas l'avoir comme les capteurs à jauge de contrainte simples.
il y aura automatiquement un système électrique qui sera mis avec. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau des perturbations de l'environnement, on va être nettement moins sensible à la température. On va avoir par contre d'autres types d'influences, dont une qui est importante quand on parle de MEMS, et ce sera développé un peu plus tard, c'est le fait d'avoir une tension sur les deux membranes. Et si la variation de polarité est trop importante dans l'environnement, on peut avoir des phénomènes de plaquage, on peut avoir des phénomènes de tension qui vont impacter les composants même dans leur petite taille. Donc on les a aussi avec les électroniques intégrées, ce que j'expliquais. Ces électroniques intégrées, forcément, au même titre que les capteurs résistifs avec électronique intégrée, c'est du rajout de composants au niveau électrique. Chacun des composants qui sont impliqués auront leur sensibilité. Donc plus on rend le système électrique complexe, plus on va travailler avec une variation de dérive ou de comportement qui sont associés à chacune des parties qui composent le circuit. Quand on parle, hop, chaque fois je me trompe de bouton, c'est la flèche de droite, des capteurs piézoélectriques, on revient cette fois-ci, donc c'est la troisième des technologies principales de nos capteurs. Le concept est simple, c'est un cristal ou un quartz, une céramique piézoélectrique qui va se déformer donc soit en compression, soit en cisaillement. Et associé à cet élément sensible, on aura deux électrodes qui vont être en opposition, et la relâche de charge par la sollicitation de l'élément sensible va générer un signal qu'on appelle nous un signal charge, qui sera ensuite exploité soit par l'électronique qui sera déportée, soit une électronique qui est intégrée. La sensibilité, cette fois-ci, au niveau de l'aspect électrique des capteurs piézoélectriques, justement, de cette technologie-là, c'est le fait que les électrodes, elles ne doivent pas être soumises à des conditions qui seraient corrosives. Je pense, j'ai eu une saute, je pense essentiellement à l'effet de pile. Il ne faut pas qu'elles viennent se corroder, et que du coup, on a un signal de ce type-là qui sera mis en parallèle. Donc, on va avoir une imposition de montage du capteur qui, cette fois-ci, sera soit du vide, pour qu'il n'y ait aucune moisissure ou élément qui puisse impacter les électrodes, ou alors du gaz neutre, qui lui aussi n'aura pas d'incidence sur l'élément sensible du capteur. Une petite aparté qu'on voit sur cette image à droite dans la représentation avec l'électronique intégrée, c'est que là, on a une petite note comme quoi le corps du capteur peut être ou pas utilisé en référence sur le signal. À l'inverse des autres technologies, et ça, ce sera un paramètre qu'on voit ensuite, on a une notion différente d'un système capteur isolé de son milieu extérieur, ou du raccordement du corps du capteur, qui automatiquement va être soumis à toutes les perturbations extérieures, qui sera raccordé à un des fils de mesure. Là, le moins, en l'occurrence. Donc, en parlant de la partie raccordement du blindage, du corps du capteur et du système de transmission de la mesure, pardon, on va parler automatiquement de l'isolement de l'installation et du système électrique. Ce qui est important quand on parle d'isolement, c'est le fait que toutes les voies électriques soient bien séparées et indépendantes les unes des autres. L'une des images que j'aime bien présenter, c'est celle des routes, où les électrons seraient les voitures. Et on fait de telle sorte à ce que quand on veut faire un Paris-Nice, Paris-Lyon, on ait un axe, et que toutes les voitures qui veulent faire Paris-Lyon, elles aillent bien dans ce sens-là, et qu'on n'ait pas de croisement des voitures qui vont sur Auxerre, des voitures qui vont décider d'aller à Toulouse, et que ce soit en fait ingérable. Et bien c'est le même principe avec l'isolement. On va faire des voies tracées, séparées les unes des autres, de telle sorte à ce que un signal ne soit pas perturbé par les autres circulants.
Dans la représentation qu'on a sur la partie, le schéma à gauche, c'est un câble qu'on appelle faible bruit. L'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir les conducteurs qui ne seront pas impactés par tout ce qui est autour. Alors là, on est vraiment dans l'extrême de la protection, parce que si vous arrivez à bien lire, on a les deux conducteurs qui sont au centre. Après, on a un traitement. Alors, le traitement, c'est pour un paramètre qui s'appelle le phénomène triboélectrique, généralement en graphite, qui va éviter, en fait, on en parle plus tard, donc je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, qui va éviter de générer par le mouvement du câble un signal par arrachement d'électrons. On a un isolement des deux conducteurs l'un par rapport à l'autre, mécanique. Automatiquement, s'ils rentrent en contact, c'est comme si vous mettez une intersection ou un carrefour. Il y aura du passage qui va se croiser et on sait ce qui se passe en voiture de temps en temps. Après, on va avoir d'autres traitements par rapport au conducteur et par rapport à la tresse. La tresse, ce serait l'équivalent des barrières de sécurité, qui fait de telle sorte que même s'il y a un problème qui arrive, qui est imprévu, on va protéger ce qui est au centre. Là, le niveau de protection est encore supplémentaire, puisqu'on a un deuxième niveau de tresse dans cet exemple de câble. C'est vraiment le fait que le capteur et le câble, son signal de mesure, aucun élément extérieur ne pourra venir influer sur les conducteurs centraux, de telle sorte à ce que même si on a un signal très très faible, lui ne soit pas perturbé, ce soit vraiment la résultante de ce qui se passe sur l'élément sensible du capteur. Quand on voit sur la partie centrale, le surgainage, c'est que ça fait partie des éléments qu'on ne voit pas systématiquement, et ça fait partie pour moi des bonnes pratiques et de ce qui devrait être imposé. On a, dans un cas, quelque chose qui se passe bien, et sur l'exemple de la photo du surgainage, un autre où en fait, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais pourquoi je n'ai pas pu mettre la gaine thermo, c'est que je n'avais pas la place. Mais automatiquement, on voit bien que les soudures ne sont pas isolées les unes des autres. Pas toutes en tout cas. On a les 4 fils conducteurs et l'élément qui est une puce Dallas d'identification, comme un composant tête, qui, elles, ont des soudures qui ne sont pas protégées. Il est tout aussi important d'avoir la distance. Encore une fois, un condensateur, ce sont deux surfaces qui ont deux polarités différentes, séparées par un milieu, dont la conductivité est maîtrisée. Là, on se retrouve pareil avec des fils où il y aura du circuit. On a de l'air qui est aussi potentiellement conducteur. Avoir un système plastique isolant automatiquement assure une meilleure protection des transmissions des données. Donc si on peut, quand on fait une opération, on rajoute un isolant sur les parties sensibles. Le troisième qui est à côté, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire le contrôle d'isolement. Ça ressemble à un multimètre, c'est pas un multimètre. Ça s'appelle un mégomètre ou testeur d'isolement. La grande différence qu'il y a par rapport à un ohmmètre, c'est que l'ohmmètre est standardisé avec une tension qui est soumise entre ces deux points de mesure qui est de l'ordre de 1 volt continu. Le testeur d'isolement, lui, l'objectif, c'est d'aller chercher les limites de l'utilisation du capteur. On sait très bien, ou du circuit, pardon. Ça fonctionne aussi sur les bâtis électriques. On va injecter une tension qui est beaucoup plus importante, cette fois-ci qui ne sera pas continue, mais qui sera alternative, pouvant aller jusqu'à plus 1 millier de volts. Mon équipement, il monte jusqu'à 1000 volts. Et cette fois-ci, on va avoir ce fameux bouton de test qu'on voit sur la photo, parce que c'est vraiment, on va tester les limites. C'est dangereux. Si j'ai un système qui fonctionne en 24 volts et que j'injecte volontairement du 50 volts pour voir sa tolérance, s'il n'est pas bien isolé, potentiellement, je peux endommager l'équipement. Si je fais ce test-là, d'ailleurs, ça fait partie des contraintes obligatoire d'utilisation des mégomètres, on le fait sur des systèmes qui sont hors tension. Si jamais le système, par exemple, c'est un capteur qui fonctionne en 24 volts, je l'ai déjà alimenté en 24 volts, mais ma tolérance de mon circuit, elle est donnée à 50 volts. Si mon équipement est déjà alimenté en 24 volts, je vais générer une tension supplémentaire en parallèle, donc, qui s'additionne,
sur mon circuit. Je le teste à 50 volts. Automatiquement, j'aurai mon 24 volts d'alimentation plus mes 50 volts. Potentiellement, je dépasse les valeurs de tolérance et d'acceptation de la sécurité de mes équipements. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas l'avoir sous tension. Du coup, si jamais je mets 50 volts, ce sera 50 volts sur 0, je resterai dans mes tolérances. Ces équipements, je vous l'ai dit, peuvent monter jusqu'à 1000 volts ou plus. Automatiquement, le risque et les incidences qu'on peut avoir sur les équipements doivent être contrôlés. Là, justement, au niveau de test d'isolement, d'une installation, un petit exemple en vidéo. Colin, je veux bien que tu la lances. J'ai réalisé un trident pour un capteur triaxe capacitif. Et j'ai oublié la gaine thermo. Donc, je l'ai remplacé par un vernis. Et j'ai fait des essais. Le vernis sec et pas sec. Là, le vernis n'est pas encore sec. Donc, on voit l'arc électrique généré par le testeur d'isolement qui est au-dessus, sous 500 volts, qui était humide. Maintenant, il est sec. Donc, je reteste. On voit bien au-dessus mon isolement qui va dire, voilà, je suis à 500 volts d'excitation, c'est la partie qui est en bas à droite, et j'ai 500 mégohms cette fois-ci d'isolement. J'ai plus les arcs électriques. Je teste maintenant à 1000 volts. Et il me dit j'ai plus d'un gigohm ou 1 gigohm et demi avec 1000 volts de test dessus. Donc là c'est l'effet du système d'isolement. On voit bien c'était humide, c'est pas bien isolé. Et du coup, c'est visuel et même audible. Une fois que le système est sec, on a retrouvé l'isolement. Merci Colin. On a retrouvé un isolement correct du système. Ce que je vous disais, j'ai pas. Dans le cas idéal, sur le vernis, ça fonctionne très bien comme isolement. Dans le cas idéal, j'aurais tout dessoudé et j'aurais remis une gaine thermo sur la tresse pour éviter qu'il y ait d'autres types de contacts. C'est un câble de 12 conducteurs. J'avais pas envie de tout dessouder pour tout refaire. Ça m'a permis de faire cette vidéo. Au niveau de la manipulation, c'est un autre paramètre qui n'est pas associé à l'isolement. Là, on va parler de décharge électrostatique. C'est très souvent, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir sur le fil de discussion. Les décharges électrostatiques, c'est souvent mésestimé et beaucoup plus problématique qu'on ne croit. La décharge électrostatique, l'image, c'est le pull avec la règle qu'on va frotter. On va arracher des électrons. C'est souvent associé au fait qu'on ait des électrons qui sont arrachés et qui sont stockés, le côté statique, dans le cas d'un pull, sur le pull, sur l'être humain. Et tant qu'il y a isolement de la personne par rapport à son environnement, il ne se passera rien. Dès qu'il y aura un potentiel contact ou une approche avec un élément qui sera conducteur d'électricité, il va y avoir des charges, parce qu'il y aura différence de potentiel, des charges de toute cette énergie accumulée vers l'autre partie. Sauf que si l'autre partie, c'est quand on manipule un capteur et qu'on vient en contact avec les fils conducteurs du capteur, eh bien, il peut y avoir cette décharge dans les fils. Et au même titre que les alimentations, les suralimentations, on ne maîtrise pas la charge qui va être libérée. Et si c'est trop bref, comme le cas ce qu'on dit sur les éclairs par rapport à une batterie, on sait très bien qu'un éclair, ça n'a pas énormément d'énergie. Par contre, c'est tellement bref qu'on arrive à brûler des batteries. Et bien là, c'est pareil sur les composants électriques. L'exemple qui est en photo à gauche, c'est un composant MEMS. Donc, encore une fois, c'est très faible en poids, c'est optimisé de partout. Ce sont des dimensions qui sont de l'ordre du nanomètre. Tiens, quel impact sur la durée de vie des accéléromètres ICP? Alors, je ne sais pas où je me suis arrêté. Donc, du coup, deux choses. L'ICP, déjà, il n'aime pas du tout le branchement et le débranchement à chaud. Ça va provoquer, en fait, si vous pouvez faire l'essai, ça va provoquer un décalage de 0. Donc, on
on nécessitera un certain temps, puisque justement cet effet de décharge va se retrouver sur le circuit, et on va attendre que le circuit se restabilise pour travailler ensuite. Ça se voit très bien si vous le mettez sur un oscilloscope, où vous branchez, débranchez à votre capteur, et il va démarrer à une certaine valeur, et il va petit à petit revenir au zéro. Le problème des capteurs ICP, il faut qu'il y ait cette protection, parce que si vous avez une alimentation, c'est ce que j'ai marqué en rouge sur la diapo que vous voyez là, on a un effet de bougie. Si vous avez une tension de 18 volts sur deux fils, au moment où vous allez raccorder les contacts, alors c'est moins vrai sur le capteur de type coaxial, puisqu'en fait on a une séparation en fait du conducteur central par rapport à la tresse, et là l'écart est suffisant généralement pour ne pas provoquer d'arc électrique. Mais si vous avez un conducteur 4 contacts centraux ou plus, au moment où vous les rapprochez, vous pouvez provoquer des arcs électriques soit entre les deux points du contact, soit vis-à-vis des uns des autres. Et ça fait des décharges qui peuvent être... D'accord, j'espère que vous arriverez à vous reconnecter. Ça peut provoquer ces fameux arcs électriques qui sont des tensions trop brèves et trop importantes, parfois par rapport au système de sécurité qui est derrière. Donc, on a des protections, au même titre que cette photo, je pense, où j'ai été coupé, où on voit la diode TVS. Mais il faut garder en mémoire une chose, ajouter des protections, comme l'exemple de mes voitures de tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai de l'airbag, c'est pas parce que j'ai des pare-chocs, c'est pas parce que j'ai des freins, des systèmes ABS, tout que j'en deviens indestructible. Donc, on aura augmenté la tenue et la résistance, mais ça ne rendra pas le capteur indestructible. Donc, de toute façon, et là j'enchaîne du coup sur ce qui est sur la droite, il y a des équipements qui existent à chaque fois qu'il y a un risque, qui sont les bracelets antistatiques, qui permettent, notamment au niveau de la manipulation, si jamais, il existe aussi des vestes, il existe plein de choses, c'est-à-dire si jamais dans un moment ou un autre, on frotte, on arrache des électrons, hein, donc le bracelet antistatique ou ces fameuses vestes, hein, généralement on ne voit pas des gens en laine mohair travailler sur des circuits électriques, ça permet de ne pas accumuler justement ces électrons arrachés, ces charges, et faire de telle sorte à ce que si jamais on se charge ne serait-ce qu'un minimum, plutôt ça, si on se charge un minimum, on a immédiatement la fuite à une masse et on n'accumule pas ces charges. Avec un conditionneur d'émettement, un générateur bactéritronique de 10 000 volts branché sur le secteur, comme le conditionneur. On voit l'arc sur le signal. Comment éviter cela? Est-ce dangereux pour les capteurs? Alors, ça fait partie de plein de choses dont on parle après. Très clairement, on pourra optimiser au mieux en travaillant. Mais on en parle un peu plus tard sur l'arc et tous ces phénomènes. On va rester sur les parties de l'installation et justement des raccords des masses. Là, l'objet, je répondrai à votre question un peu après, Frédéric. Sur ces fameuses boucles de courant qui sont un paramètre important, désolé. C'est un peu perturbant, ça fait 3 fois que je me fais virer de la visioconférence. La notion de boucle de courant, c'est comme beaucoup de choses, et même dans les capteurs, très souvent, dans un cas, c'est utile, dans un cas, c'est un problème. Il existe des capteurs en boucle de courant, c'est-à-dire qu'on va avoir une tension continue d'alimentation. Le capteur se comporte plus ou moins comme une résistance, et du coup, on va faire varier sa consommation, on va mesurer donc le courant du circuit. Ça, c'est le système 420 milli de beaucoup de capteurs industriels, puisqu'on aime beaucoup le 420 dans les grosses industries. Ça permet d'avoir des longueurs de câble qui sont très importantes. Par contre, quand on travaille avec des capteurs dans la mesure, ces fameuses boucles de courant qui ne sont pas voulues, elles sont très problématiques. Parce que globalement, sur le schéma qui est en haut à droite, on a tout qui est raccordé à une masse commune, qui est V,
V1, V2, c'est pas au même endroit. Et de fait que ce soit pas au même endroit, les deux polarités sont différentes. Donc, si via le circuit de mesure, qui est donc la structure avec son raccord à la masse et le système de conditionnement avec son raccord à la masse, on a aussi une continuité dans le câble par le capteur et par son câble, en fait, on va fermer une boucle. Et on va se retrouver justement avec un courant associé aux deux différences de potentiel qui va circuler, qui va générer quelque chose qui n'est pas le signal de mesure. Et tout ce qui est, je dirais, trop, on dit bien, le trop est l'ennemi du mieux, et ben c'est quelque chose qui sera potentiellement, pas obligatoirement sur le signal capteur, mais par contre, qui sera un risque, parce que dès qu'on a une circulation électrique, dès qu'on a un petit souci d'isolement dont on parlait, ou une baisse d'isolement, et ben on va plus avoir ces axes qui vont être propres, et on va potentiellement avoir une influence de ce système induit par rapport à nos voies de mesure et à notre signal de mesure. Donc on voit du bruit ou d'autres conséquences plus importantes. Quand on travaille donc avec un système d'isolement, comme on voit cette fois-ci sur le schéma du bas, on voit bien qu'on a toujours nos deux raccordements à la masse, très important que toutes les masses soient raccordées entre elles, mais par contre qu'on ne fasse pas de boucle, encore une fois. Donc on va avoir la structure qui va être raccordée à la masse d'un côté, et le système de mesure isolé de cette structure, qui va avoir son propre chemin de câble, son raccordement à sa masse, mais en restant ouvert. Et donc on évite ces fameux phénomènes de boucle de courant. J'espère être clair et pas être trop saccadé sur mes explications. Alors, Luc, tu as encore une question de Sébastien. C'est bizarre, j'ai pas tout. Et du coup, apparemment, donc Jean-Noël a déjà eu sa réponse à sa question. Donc parfait. Parfait. Alors, réponse donnée. Parfait. Est-ce qu'un accéléro ICP peut voir sa réponse en fréquence dégradée suite à... alors, réponse en fréquence, c'est pas associé à ça généralement, mais si on commence à dégrader les composants qui font son circuit, automatiquement, on va avoir un global de... Imaginez que si on intègre une résistance et qu'elle a trop chauffé, elle a varié, automatiquement, ça va avoir une incidence sur le comportement global du capteur. Et ce ne sera pas le cristal qui va, dans un cas ICP, c'est Integrated Circuit Piezoélectrique. Donc ça veut dire qu'il y a un composant piézoélectrique. Le piézoélectrique, il travaille avec des charges. Donc, potentiellement, recevoir des charges, ça ne le dérange pas. Ça va, on travaille dans les deux sens. C'est-à-dire soit on l'écrase ou on le déforme, il va libérer des charges. Soit, dans d'autres types de capteurs, on lui soumet une tension et c'est lui qui va se déformer. Donc, recevoir des charges, ça ne le dérange pas. Par contre, ce que j'ai expliqué sur les autres types de technologies aussi, dès qu'on rajoute des composants électriques, les composants électriques, c'est comme pour le testeur d'isolement où on met des tensions qui sont plus importantes. Pour vérifier qu'ils n'aient pas de soucis, si au moment où on va brancher le capteur, on a une tension qui est au-delà de la tolérance des composants, on peut endommager les composants. Et c'est là où on pourra dégrader le capteur, puisqu'on aura dégradé des composants internes. J'espère cette fois-ci avoir répondu à votre question. Une autre protection qui est très importante, j'aime beaucoup ce terme, j'aime beaucoup le concept, la cage de Faraday. La photo qui est présentée, c'est une installation électrique. Parfait. Donc on voit très bien, on va mettre dans une cage ce qu'on veut protéger. La cage de Faraday, sa propriété, c'est que si jamais on a un champ magnétique, c'est valable aussi pour les champs induits qui ne sont pas forcément par rayonnement magnétique, si on a un champ magnétique qui vient induire un courant, ce dont on parle depuis déjà 5-10 minutes, en fait, on va les opposer d'un côté de la cage à l'autre, et du coup, ils vont s'annuler et ils ne vont pas interférer dans la partie qui est emprisonnée à l'intérieur. Il y a plein d'essais. On parlait de la voiture. Un habitacle est une cage de Faraday magnifique. Il y a des essais qui sont faits où si jamais on a un éclair qui tombe sur votre voiture, si vous êtes dans votre voiture, malgré l'éclair, vous ne subirez aucune conséquence. C'est une cage de Faraday.
Quand on travaille avec un câble électrique, des fois on travaille avec des câbles qui n'ont pas de protection par tresse, j'en viens, mais qui vont être torsadés. Le fait de faire cette torsion, en fait, cette alternance de câbles au-dessus, câbles exposés ou opposés en fait frontalement ou à la source de perturbation, on va simuler en fait cet effet, c'est-à-dire qu'un coup on est au-dessus, un coup on est en dessous, et on va les opposer. Et au global, on améliore la protection par rapport au rayonnement magnétique des signaux qui sont dans le câble. Toujours pas. On vous enverra le. Je suis désolé, Pascal. On pourra recommencer, ou alors il faudra voir le replay qui sera partagé en ligne ensuite. Et là, je ne saurais pas vous aider pour votre son. La tresse. Il y a une petite question plus haut de Jean-Noël à nouveau. Je finis avec la tresse. Ok, pas de souci. La tresse, c'est la version optimale, c'est-à-dire c'est une cage de Faraday souple qui va accompagner tout le chemin de câble. En plus, comme c'est pas une tresse, c'est pas un film, c'est une tresse, on aura aussi ce phénomène du si jamais on a un point de la tresse qui reçoit une perturbation, le coup d'après, elle va passer de l'autre côté du câble. Et donc, on va avoir cet effet d'entourer intégralement le système. La cage de Faraday, sa propriété est indispensable, ses conditions indispensables, c'est qu'on soit vraiment à 360 sur l'intégralité pour qu'elle soit vraiment efficace. Si on fait une coupure dans cette cage, on en parle ensuite, on risque de faire ce qu'on appelle une antenne. Alors, attendez, j'ai regardé à la question. Le champ électromagnétique d'un pot vibrant, gros pot, et je parle, peut avoir un impact sur la mesure de l'accéléro? Oui, tout à fait. Notamment parce que tout système électrique, que ce soit des électrovannes, des commandes, des moteurs, vont avoir un rayonnement. Tous les systèmes tournants, c'est comme ça qu'on génère de l'électricité, avec un aimant, un système tournant pour avoir ce côté alternatif, qu'on redresse ensuite, etc. etc., etc. Donc automatiquement, si vous avez une source qui peut tourner et qui va irradier, on peut avoir des perturbations. Le système et l'intérêt de la tresse, c'est que justement, on va s'arrêter à la tresse. On aura une cage de Faraday qui va protéger tout ce qui est à l'intérieur. Et du coup, j'en viens sur la partie raccordement. Je vous disais, la cage de Faraday, elle a un intérêt que quand elle est fermée. Dès qu'elle est ouverte, elle perd de son efficacité. Ça va notamment au niveau du raccordement. Je ne comprends pas le 360. En fait, Ah, ok, merci pour 360, pardon. La notion de la cage de Faraday, encore une fois, quand elle est interrompue, ça ne fonctionne plus. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on passe au câblage d'un connecteur ou d'un raccordement quelconque, même par rapport à un bâti, il est important de la préserver pour éviter justement ces perturbations électromagnétiques, tous les champs magnétiques qui sont environnants. Donc, on voit souvent en industrie, où on teste, les gens qui utilisent les contacts intérieurs des connecteurs pour raccorder leurs tresses. C'est bien uniquement dans un sens, c'est-à-dire qu'on a, à un moment ou à un autre, ce fameux raccordement à la masse, c'est-à-dire que toutes les perturbations qui sont perçues par la tresse vont être raccordées et à un moment ou à un autre vont se retrouver à une terre et vont être dissipées. Donc en ça, c'est bien. Par contre, les perturbations, on ne sait pas les jauger comme ça. J'ai déjà vu sur des bancs des masses qui montaient jusqu'à le plus haut que j'ai pu mesurer, c'est 60 volts. Donc imaginez bien qu'on travaille avec des capteurs, si on est sur un capteur à jauge, on est sans électronique, on est aux alentours de 5-10 volts d'excitation. On a un signal qui est de l'ordre de quelques millivolts. Et si on travaille avec une électronique intégrée, on est entre 8 volts et 36-40 volts. Imaginez bien que je rajoute avec mes perturbations électromagnétiques un fil supplémentaire qui va être, si jamais je le raccorde à un de mes conducteurs, on va mettre à proximité des autres fils de mesure quelque chose qui peut avoir un potentiel équivalent à mon signal d'alimentation.
Ça, c'est pas bien du tout. On aura cette fameuse continuité, mais par contre, on augmente le risque, notamment par induction, de transmettre une partie du potentiel de la tresse sur les autres conducteurs. Donc, l'idéal, c'est le schéma cette fois-ci qui est en dessous, où on va avoir un connecteur métallique, on va avoir la tresse qui va être raccordée au corps métallique du connecteur, et on va avoir une continuité cette fois-ci, puisque le corps métallique étant sur 360, normalement, on va avoir la continuité de cette fameuse cage de Faraday. 1, on aura la protection du rayonnement. 2, on aura encore isolé les conducteurs du système de blindage du câble et des connecteurs. La partie centrale cette fois-ci qui est avec, c'est un capteur IEPE, 3 axes, un connecteur 4 pins avec, cette fois-ci on a dissocié la tresse et le corps du capteur de son 0. Le 0, c'est, j'aurais peut-être pu le préciser, c'est la partie orange du câble. Et donc on voit bien qu'on part d'un connecteur 4 pins avec une référence commune vers 3 BNC. Donc automatiquement on a un trident. Ce trident, dans l'idéal, on va protéger les soudures en le mettant dans un trident qui lui aussi est une cage de Faraday. Parce que ce qui va se passer, c'est que ma masse qui était isolée de ma tresse initialement, elle va être utilisée dans le câble coax et dans les connecteurs BNC. Donc on va mélanger, on en parle aussi après, la partie protection et la partie mesure. Donc au moins, à l'endroit des soudures, on va s'assurer d'une cage de Faraday de telle sorte à ce que ces soudures-là ne fassent pas antenne, puisqu'elles ne sont plus vraiment raccordées. Donc on va protéger en le mettant dans un boîtier métallique ou protégé métalliquement. Là, c'est une petite vidéo. Colin, j'ai déjà beaucoup dépassé du temps, je suis désolé. On avait prévu 45 minutes. Je vais mettre sur pause. On avait prévu 45 minutes, mais j'ai encore pas mal de choses à dire. Alors, là, l'essai qui est présenté, c'est tout simple. C'est ce phénomène d'antenne et ce phénomène d'incidence du corps. Et on voit d'ailleurs sur la droite un bracelet antistatique, ce que j'expliquais, qui se met au poignet et qui fait que le corps humain en fait est raccordé à la Terre. C'est un oscilloscope où on a donc un cordon BNC raccordé à un bornier. Il n'y a aucun isolement. La table est aussi, si on voit par le câble, elle est aussi raccordée à la Terre. Ce qu'on voit sur l'écran, c'est en fait le câble qui fait antenne et c'est un beau 50 volts qu'on a ici. Donc, je approche la main. On voit, je ne touche pas je ne touche pas du tout le bornier. Mais simplement le fait de me rapprocher, on voit déjà que j'influe sur le signal. Et dès que je l'enlève, voilà, je suis plus perturbateur. Alors là, je crois que je touche carrément. C'est pas beau. Voilà. Maintenant, je fais un deuxième essai. Je me suis raccordé le bracelet à mon poignet. Donc cette fois-ci, mon corps est à la terre. J'ai un parquet chez moi. Et là, je rapproche ma main. Et ben, je diminue le bruit. Je sais pas, probablement parce que cette fois-ci, c'est moi qui fais blindage par rapport au rayonnement de tous mes appareils électriques. Mais on voit que je suis même à diminuer le crête du 50 Hz. Hop. Ouais, excusez-moi, j'ai 50 Hz. Je vous ai dit que j'étais un peu perturbé. C'est effectivement le 50 Hz. Je crois que je me suis pas trompé la deuxième fois. Donc, on va parler cette fois-ci, on parlait des blindages, de tout, du fait de travailler avec des câbles coaxiaux, des connexions coaxiales, et le fait de travailler avec des câbles, donc là, dans le cas des capteurs charge, en ce qu'on appelle du différentiel, où on a 2 conducteurs et une tresse. Dans le cas du capteur avec un câble coaxial, ce qui est très intéressant, ce sont tous les avantages de travailler qu'avec un seul conducteur. Sur un système extrudé, ça coûte pas cher. Si jamais on veut optimiser une dimension et quand vous regardez les dimensions recherchées des capteurs de type accéléromètre, ah zut, bah, on essaiera peut-être de refaire Maïwen. Colin.
Donc l'intérêt ici, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un conducteur central et on travaille sur une tresse extérieure, c'est pas encombrant, c'est facile de montage, c'est pas cher. Donc ça fait plein de choses. On travaille donc cette fois-ci, on utilise la tresse comme un fil de mesure et par rapport au conducteur central. Le souci qu'on a, c'est que si jamais il y a une perturbation, eh ben, la tresse, qui ne fait plus complètement, enfin pas uniquement office de blindage, elle va subir toutes les perturbations. Et comme on va mesurer la différence entre le conducteur central par rapport à la tresse, on n'aura pas les mêmes perturbations sur le conducteur central par rapport à la tresse. Donc si à l'inverse on travaille dans un système différentiel, on considère que la tresse va faire une protection des deux conducteurs de façon identique, donc déjà ils seront moins perturbés, mais de plus, et là c'est ce qu'on voit sur l'image de droite, on va pouvoir opposer ces deux signaux qui subiront les mêmes résultantes, on espère dégrader des perturbations, mais de façon similaire. Donc il suffira d'opposer ces deux signaux de telle sorte à opposer et à soustraire en fait les deux perturbations. Et on retrouvera un signal beaucoup plus propre une fois traité. Quand on parle cette fois-ci d'un capteur avec une électronique intégrée, il existe des câbles avec double blindage. Oui, tout à fait. C'est pas courant. Encore une fois, alors les câbles coax avec double blindage, si on peut augmenter le nombre de blindages, ce sera toujours mieux. Et là, dans ces cas-là, on va pas dire que le mieux est le trop est l'ennemi du mieux. Mais par contre, c'est toujours pareil, c'est une question de prix. Plus vous rendez complexe votre câble, des fois, vous avez trop de sécurité, ceinture et bretelles, c'est pas forcément utile. Donc on peut, hein, mais à un moment ou à un autre, ça ne va pas importer énormément de choses. J'ai supprimé une diapo qui sera dans le PDF derrière sur les ferrites. J'avais pensé les mettre. Les ferrites, c'est ce qu'on rajoute. C'est un élément céramique ferromagnétique qui fait que quand on a un courant induit dans un câble, on va le faire passer par cet élément ferromagnétique qui est un cylindre. Et ce courant induit va générer va générer en fait un champ magnétique, c'est-à-dire qu'on transforme le circuit problématique, enfin le courant problématique, en un champ, et donc on va le dissiper comme ça. Les ferrites sont utilisés pour les transmissions de données nécessairement digitales, pas sur les signaux analogiques tels que nous on fait. Et ce sont des filtres passe bas, mais pour des fréquences qui sont généralement au-delà du mégahertz. Donc ça ne concerne pas nos capteurs, puisque généralement tous nos signaux ne vont pas jusqu'à cette fréquence, et ils sont filtrés bien avant. Donc on est moins... Voilà, c'est ceinture et bretelle dans le cas. Le signal amplifié, cette fois-ci, on parle aussi de différentiel, c'est différent, un peu trop de différent. Du système d'avant pour les capteurs de type charge. Là, on va plutôt travailler avec les capteurs où on dira il y a 3 ou 4 fils. Globalement, un circuit où on aura une alimentation plus, un fil de mesure, et un troisième conducteur qui servira en même temps de 0 volt pour l'alimentation et de référence pour le signal de mesure. À l'inverse d'un système où on va dire 4 fils, en différentiel, où on va rajouter au niveau du capteur une polarité, et c'est cette polarité-là, généralement elle est à 2,5 volts ou 4,5 volts, ça dépend des capteurs, c'est un bias, qui va être utilisé comme référence pour le signal de mesure. Je ne fais pas le détail du tableau, je pense que vous savez tous très bien lire, mais je mets un point sur l'intérêt par rapport à toutes les problématiques dont on a discuté depuis maintenant plusieurs dizaines de minutes. Si jamais je travaille avec un 3 fils 0 volt, ma référence de mon signal sera à l'endroit de mon point d'alimentation. Donc, elle ne concernera pas tout le câble qui va aller vers le capteur. Et donc, du coup, si j'ai une perturbation, ma perturbation arrivera sur le signal de mesure, sur le conducteur de mesure. Si je travaille en différentiel, je peux faire exactement comme j'ai fait sur la diapo d'avant, parce que mes deux fils
de mesure, ma référence, donc mon 2,5 volts dans l'exemple qui est ici, et mon câble de mesure vont subir de la même façon les perturbations environnantes de mon câble et de mon chemin de câble. Donc quand j'arrive sur mon électronique d'acquisition, je les oppose, j'aurai toujours ma différence de potentiel, mais par contre, je vais compenser les perturbations qui seront reçues de façon égale sur le plus et le moins mesure de mon câble. Alors nous utilisons des câbles à 2 fils pour l'alimentation et le signal de sortie du capteur. Est-ce que ce n'est pas optimal? On fabrique des capteurs PE avec ICP intégré. Nous utilisons des câbles à 2 fils pour l'alimentation et le signal de... J'ai pas compris votre question. Si vous, à chaque fois que vous utilisez la tresse comme une cage de Faraday, donc, encore une fois, raccordée, vous allez améliorer votre protection. Et ce que j'expliquais au niveau de mon câble, de mon trident avec mon connecteur 4 pins et ensuite mes 3 BNC, sachez que c'est pas que de la théorie. Sur les essais de mesure de vibration moteur de véhicules électriques, simplement le fait de rajouter une tresse manuellement sur le trident qui sera raccordée au blindage du côté 4 pins, c'est-à-dire au-dessus des soudures, on a fortement réduit les perturbations électromagnétiques qui environnaient le chemin de câble. Donc c'est à chaque fois qu'on a plus de protection, plus fait le mieux. Mais plus fait le mieux et plus parfois fait le plus cher. Donc il faut voir ce qui est le plus adapté. On en revient toujours à la même discussion, même dans le choix des capteurs. Il faut avoir ce qui est adapté. Il ne faut pas trop, mais il faut que ce soit suffisant. Là, on parle des longs câbles. Ouais, désolé, je pense que je tire beaucoup trop sur les explications. Ça peut être vu, ça peut être fait, ça peut être discuté ultérieurement. N'hésitez pas. Je suis désolé pour ceux qui avaient prévu un temps et que du coup je déborde. J'ai encore quelques diapos. Le câble et la longueur de câble, je dirais que quand on tond une pelouse, ça c'est un des exemples que j'aime bien donner, on est content d'avoir un câble qui fait 20 mètres de long parce qu'on va pouvoir faire tout le jardin d'un coup. Quand on fait la mesure, se dire j'ai un câble de 6 mètres et du coup si j'ai un banc à... Si j'ai un banc qui est à 1 mètre et puis après je fais un essai, il est à 6 mètres, c'est pas grave, je vais faire ma petite bobine de câble que je mets dans un coin, comme ça je vais pas marcher dessus. C'est pas bon. Pour 2 raisons principales. Le câble, c'est un circuit RLC, c'est-à-dire résistif, avec une capacitance, une résistance et aussi une inductance. L'inductance étant sur le phénomène de bobine associé au câble, puisque le câble est un cylindre. Et automatiquement, s'il y a un champ magnétique, il va générer. Plus il est petit, forcément, moins il sera sensible. Si on travaille du multibrin à l'inverse du monobrin, on n'aura pas les mêmes incidences, mais il aura quand même ce phénomène. Dans le cas du RC, la composante, ce que j'ai écrit sur la... On va travailler avec un câble comme un filtre passe-bas. Plus mon câble est long, moins ma réponse en fréquence sera bonne. On va travailler comme un filtre passe-bas. Et en plus, avec l'autre composant de bobine et le système filtre passe-bas, on va arriver à un phénomène de déphasage dont on parle aussi plus tard. Pire encore, dans mon cas de ma tondeuse et de mes 20 mètres, ou de mon banc à 6 mètres, ou de mon banc à 1 mètre, comme je ne sais pas quoi faire du câble, je vais le ranger proprement, je fais une bobine de câble et je vais me raccorder, comme ça ne prend pas de place. Le problème, c'est que je vous ai dit que le câble en lui-même était une bobine. Si j'en rajoute une en faisant des taurons de câble, je m'expose avec le moindre champ magnétique, que ce soit d'un moteur, que ce soit d'un système d'électrovanne ou d'une commande, d'un pot vibrant, d'une excitation, je m'expose à des perturbations supplémentaires. Elles ne seront pas forcément visibles ou elles n'auront pas forcément d'impact sur la mesure. Je l'ai expliqué au-dessus, on va générer des courants induits
En fonction de l'isolement, ça aura plus ou moins d'incidence. Mais par contre, ça restera toujours un risque supplémentaire. Et comme disent beaucoup de personnes sur le chat, ils ont constaté des perturbations. Et bien c'est ça. Normalement, un câble. Le mieux, jamais stocké en bobine, éventuellement en rack. C'est toujours mieux que faire des bobines. C'est pas l'idéal, mais c'est toujours mieux que faire des bobines. Et dans l'idéal, le câble au plus court, droit, avec un chemin de câble propre, dédié à la longueur. Pas de trop. Après, il faut quand même que le câble puisse bouger. C'est un autre problème dont on parlera un peu plus tard. Là, on parle maintenant, cette fois-ci, de phase. On en a parlé un peu brièvement. Le déphasage, c'est en fait le décalage de temps d'une onde par rapport à une autre. Non, vrac, avec un V. Pardon. Excusez-moi. Non, c'est simplement, il ne faut pas faire de bobine. Mais c'est pas beau non plus. On n'a pas envie d'avoir des câbles Spiderman où il y en a partout. Non, c'est moi. Donc, l'intérêt du déphasage, c'est... Alors, des fois, on en a besoin, des fois, on n'en a pas besoin. Encore une fois, si je m'intéresse à la valeur crête d'un signal de choc, le déphasage entre mon excitation et ma réponse, ça ne m'importe pas. L'exemple qu'on voyait à gauche, pardon, j'ai allé un peu trop vite, c'est un signal qui est en phase. Donc, on a bien les pics au même moment. À chaque instant T, on a exactement, enfin, avec des sensibilités qui sont différentes, mais on a la même forme du signal. Et l'image à droite, c'est un déphasage à 90 degrés de l'un par rapport à l'autre. Typiquement, ce que je vous ai dit, si jamais on veut qu'une seule mesure, c'est la valeur max, ça, c'est pas très très important. Par contre, si jamais on veut avoir une corrélation avec une notion temporelle d'un événement par rapport à un autre, là j'en viens à ma petite voiture qui est en haut à droite, j'ai une seule sollicitation. Par contre, ça m'intéresse de voir ce qui se passe avec un beau sinus d'excitation, comment se comporte la partie de mes roues, avec éventuellement les pneus, comment le capot va vibrer, comment le siège passager va ressentir, comment la tenue de mon rétroviseur, c'est le point D, va se comporter, comment le pot d'échappement va... Si, c'est là, on voit bien, c'est la phase et déphasage. Non ? C'est sur ma voiture avec mes lettres, mon excitation d'origine et les points A, B, C, D, E, F et G. J'espère qu'on est à la bonne page. Page 19. Oui, c'est bon, parfait. Donc, ce que je veux dire, c'est que si jamais je veux avoir une résultante de ma sollicitation, il ne faut pas que mes capteurs aient des phases différentes. Parce que si déjà eux-mêmes, ils ne sont pas ensemble, ou ils ont du retard, je vais accumuler ces problématiques de contrôle de la voiture par rapport à contrôle de mes capteurs. Donc, on va travailler avec des capteurs. Oui, c'est ça. Page 19, diapositive 19 sur 23. Donc, je vais régler mes capteurs de telle sorte à ce qu'à chaque fois qu'ils disent, en théorie, si jamais j'ai une excitation, tout le monde répond en phase. Si jamais je constate un déphasage, ça devient un déphasage de mon équipement à contrôler et non pas mon capteur. Ce fameux déphasage, on le voit sur le choc et déphasage, c'est-à-dire que voilà, on voit bien que mon capteur, mon capteur mesuré par rapport à ma référence a une réponse décalée par rapport à la sollicitation. Pour information, cette image-là, c'est associé à une longueur de câble différente. Les capteurs sont collés l'un à l'autre. Il y a une étude, c'est le WPL85 de PCB, où il y a toute l'étude qui est faite là-dessus, où on a exactement les capteurs en opposition, sauf que dans un des deux cas, on lui rajoute 150 pieds de câble, et c'est le résultat qu'on a. On est de deux signaux parfaitement identiques, on se retrouve avec une perte de la tension, ça c'est la chute de tension d'alimentation liée à la longueur de câble, et le changement de sa résistance, et en même temps, on a provoqué par rapport à cet aspect capacitance et inductance, on a provoqué un déphasage du signal de transmis du capteur vers le système de mesure. La photo à droite avec la photo cette fois-ci des capteurs, c'est ce que j'expliquais. On va chercher une analyse modale du flanc de la voiture, son pare-choc, de sa face avant, de ses portes,
L'idée, c'est que si jamais il y a une vibration qui arrive de façon identique sur chacun des capteurs, ce ne soient pas les capteurs qui se décalent. C'est si jamais la structure mécanique se déforme différemment d'un point par rapport à un autre, et les capteurs soient capables de dire « Regardez, j'ai détecté ça ». C'est important qu'ils soient en phase. Câble et choc. On arrive bientôt à la fin. J'espère que tout le monde est encore, sauf ceux qui sont partis, encore en phase, c'est le cas de le dire. On a fait un essai sur des capteurs résistifs. À chaque fois, on parle de choc et de mouvement de câble qui sont problématiques par effet triboélectrique sur les capteurs charge. Ça ne s'applique pas qu'aux capteurs charge. Encore une fois, c'est un circuit RLC. Donc, soit si c'est de la charge, en fait, ce sera immédiatement sur le signal, donc on ne sera pas distingué un pic associé à un phénomène sur le capteur ou à un phénomène sur le câble. C'est là où c'est vraiment très problématique. Mais c'est quand même problématique pour tout type de signal. L'essai qui a été fait ici, c'est on a pris un faux pont de Whetstone, enfin, c'est un vrai pont de Whetstone, pardon, mais avec des résistances fixes et non pas un capteur de type accéléromètre. Donc, le pont de Whetstone est stable, son signal est stable. On a choqué à 1500 G, l'équivalent des essais qui sont faits pour les capteurs de crash, sur une bobine de câble. Et bien, d'un câble à un autre, on n'a pas du tout les mêmes résultats, notamment par rapport à cet effet triboélectrique, puisque la génération de charge va quand même arriver sur le circuit. Et comme elle arrive sur le circuit, elle va se transformer en un bruit qui n'est pas associé au choc, enfin qui est associé au choc, mais qui n'est pas une mesure, qui sera à un moment ou à un autre sur le câble. Donc ce qu'on voit bien, c'est deux types de câbles. Alors c'est pas dur, l'amélioration de l'un par rapport à l'autre. C'est si vous vous souvenez des premières diaporamas, on rajoute en fait une couche de graphite autour des conducteurs. Et c'est la même chose que, alors cette fois-ci je ne vais plus utiliser les effets de voiture, mais les chaussettes à double épaisseur. Si vous frottez vos pieds en faisant de la course à pied ou du sport, et que vous n'avez qu'une seule paire de chaussettes, vous avez votre chaussette qui va frotter par rapport à votre peau, et ça va générer un échauffement. Et bien, si je rajoute une deuxième couche de chaussettes, en fait, au lieu d'avoir le frottement entre la peau et la chaussette, ce sera entre les deux surfaces de mes deux couches. Et je n'ai pas d'échauffement. Là, c'est le même principe. Et on voit bien le résultat avec les couches graphiques. C'est dans un cas, on avait, dans les mêmes conditions de test, 185 millivolts de bruit. Dans l'autre, on arrive à mesurer que 9 millivolts. Les câbles qui ont été associés sont des câbles de 8 ou 12 conducteurs qui sont sur les capteurs 72-84, qui sont des capteurs de choc. Imaginez, ce sont des capteurs de choc qui sont donnés jusqu'à 60 000 G. Et là, dans la version précédente, avant l'optimisation de la version A, on a fortement réduit l'incidence par cette protection graphique. Après, quand on parle de câbles, c'est pas valable que pour les chocs, mais c'est souvent associé au choc ou à la vibration. On sait bien que toute la structure, on l'a vu au niveau de l'isolement, au niveau, c'est plus trop électrique, mais c'est quand même associé à la transmission du signal. Toute la structure doit être protégée. Tout le la chaîne de mesure, je dirais, du connecteur, du câble et du capteur. Si jamais mon câble vibre, il faut que la masse qui va vibrer soit la plus faible possible, parce que dès qu'on va avoir une vibration, une accélération, associée au poids de la partie mobile, ça va se transformer en un effort de flexion, généralement, enfin c'est surtout une flexion, et du coup, ça va se transmettre en usure si c'est une vibration, en usure du câble, si c'est un connecteur, en usure des contacts, si c'est on peut régler, je vois qu'il y a une question sur l'histoire du déphasage. Si c'est sur les contacts, on va fragiliser les contacts. Si on endommage les contacts, déjà on peut casser les pins, ça c'est déjà vu de façon régulière, il faut faire attention. On peut abîmer le filetage et du coup ça relâche le connecteur, c'est pas bon non plus. Et en plus, si jamais on a des tolérances entre les pins et les points de contact, donc mâle-femelle, et que je les fais vibrer, je peux créer du jeu, je peux créer des micro-contacts, des micro-coupures, plein de saloperies. Donc ça se maintient. Donc on va faire telle sorte que le câble 1 ne soit pas trop stressé, comme on voit sur l'une des photos en haut à gauche. Ça c'est trop. Là, si on finit par pincer le câble, on va provoquer d'autres problèmes et c'est pas bon non plus. On va casser les conducteurs.
donc on évite. On va quand même pas non plus le laisser libre tel qu'on voit sur la photo qui est au-dessus, parce que quand on a une accélération, une vibration, quoi que ce soit, la masse embarquée, je vous dis, ça va l'endommager. On va fixer, comme on voit sur les photos, de telle sorte à ce que il ne bouge pas. Ce soit suffisamment rigide pour ne pas bouger. Les 4 exemples, celui qui est à gauche, on voit bien, c'est pour montrer la distance avec le bel arc de cercle qu'on fait. On fait sur le câble d'un capteur 3 axes. La partie centrale, c'est une barre d'Hopkinson avec un capteur qui est testé jusqu'à 100 000 ou 200 000 G. Donc on imagine très bien les précautions qu'on doit prendre pour éviter que le câble il prenne les 200 000 G. On n'a pas envie qu'il le prenne. On a envie que ce soit l'élément sensible qui est à l'intérieur du capteur qui prenne. Donc on le solidarise. C'est suffisamment léger au niveau câble par rapport au tube de la barre d'Hopkinson pour que ça n'ait pas d'incidence sur l'essai. Par contre, ça n'aura pas non plus d'incidence sur le câble. Le troisième, c'est une table vibrante avec un accéléromètre où on va avoir une bonne longueur de câble, une bonne courbure et un câble immédiatement fixé au bâti. De telle sorte à ce que si la table bouge, ça ne va pas taper, ça ne va pas bouger le câble, il ne va pratiquement pas se déformer, il ne va pas s'user. Le dernier, c'est un autre type de banc avec un capteur de pression. C'est un système que vend PCB qui est dédié à l'essai des balles, à l'essai de balles et de la pression. Donc le capteur, c'est un capteur de pression qui va mesurer en fait la pression lors de l'explosion de la cartouche, enfin du contenu de la cartouche. Donc c'est pareil, ça vibre, c'est un choc, ça pète, ça fait un gros coup de vibration, toute la structure vibre, et on va avoir cette mesure. Je finis avec la dernière diapo, qui sont comme pour les autres visioconférences. Bonne journée. C'est la dernière. Qui sont comme pour les autres visioconférences, en fait, des indices. Dans le cadre de la photo accélération impact, la barre est mobile suite à l'impact? Non. Enfin, c'est une transmission. Le système de barre Hopkinson, en fait, c'est une balle aussi, qui va venir taper à un bout et avec la raideur de la barre, en fait, on va transmettre l'accélération jusqu'à l'élément sensible qui est le capteur qu'on voit en bout là. Et si on voit, on a même les cibles laser pour voir comment se déplace. Donc c'est faible, mais c'est quand même de l'énergie. Il n'y a pas de souci pour récupérer les sessions précédentes. Pas forcément les deux dont j'ai parlé, tout ce qui a été le contenu de nos visioconférences. Donc celle-ci, c'est en fait vous avez un capteur, vous avez des doutes au niveau même électrique ou mécanique. Ce sont des petites précautions. On a même un manuel qui est en cours de rédaction, qui sera aussi en français, qui donne des indices du j'ai un capteur, j'aimerais bien savoir s'il est vivant, s'il est mort, si je peux espérer qu'il soit non impacté, on va dire, ou non endommagé, et si tout se comporte de façon correcte a priori. Le premier aspect étant visuel. Comme je vous montrais, des câbles, on le voit bien, ça a toute partie plastique ou toute partie mécanique, on résonne avec des zones de déformation élastique plastique. Si jamais mon câble est déjà marqué, alors qu'il a une mémoire, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui est au-delà de ce qu'il était censé subir. Bon, la photo qui est à droite, en plus d'un connecteur triaxe avec les pins qui se disent bonjour et un peu dans tous les sens, c'est un peu extrême. Mais c'est aussi l'aspect visuel où on imagine bien que ça ne va pas bien se passer. Après, il y a des tests de mesure qui sont faits en fonction des fiches techniques et des valeurs qui sont données dans les specs qui peuvent être contrôlées. Un capteur résistif, si jamais mon pont de mes impédances en entrée et en sortie du pont sont décalées de 20 ou 30%, si mon isolement est mauvais, on parlait de l'isolement et des problèmes de perturbation d'un fil par rapport à un autre, si l'isolement n'est pas bon, ça ne va pas bien se passer. Je ne vais pas parler du problème d'isolement, mais sur l'alimentation, si vous avez un défaut d'isolement, vous pouvez avoir des chutes de tension. Et du coup, là où j'avais une alimentation qui était prévue en 10 volts, et ben, j'en ai plus que 6 ou 7, et ben, ça peut avoir énormément d'incidence sur mon capteur. Si jamais j'ai un problème d'isolement par rapport à mes fils de mesure et que je mets du 10 volts sur mon alimentation et que j'en ai un peu qui se répercute sur mon signal, c'est pas bon non plus. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on contrôle et qui déjà, si vous avez des choses qui vous alertent, quand vous nous en faites part et que vous avez des questions, on peut vous apporter des conseils en vous disant attention, il y a peut-être ça,
Si ça se trouve, le capteur est cassé. Si ça se trouve, c'est tout à fait normal. Ce sont des choses qui peuvent être contrôlées. Voilà, c'était ça l'idée. Et avec mon petit message encore, quand on fait un test d'isolement, jamais alimenté. J'ai fini. Je suis désolé pour la longueur, les incidents à gauche, à droite, et j'ai pris un peu trop de temps. Parfait, merci Luc en tout cas pour ton expertise, c'était très clair je pense. Il y a Pierre qui demande, est-il possible de récupérer les planches des sessions précédentes? Quand vous dites planches, c'est les PDF ou les replays? Mais sinon, dans les deux cas, oui, vous pouvez les récupérer, il n'y a pas de problème. On transmet les deux. On transmet les deux exactement. Et en tout cas, donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en 2022, donc, on va faire des nouveaux formats de webinars. Donc, on va essayer d'aller directement vous voir pour discuter et faire un webinar ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer. Donc, voilà l'adresse qui vient d'apparaître, webinar@pcpilotronic.fr. Alors, il y a une question de Benjamin. Luc, je crois que c'est pour toi. Ouais. J'attends que tu finisses de dire, je reviens sur la question ensuite. Ça te va? Non, j'avais fini, t'inquiète pas, vas-y. Ok. Du coup, alors, du coup, il y a deux questions. Il me semblait que j'avais répondu à la deuxième. Je vais y revenir. Alors déjà, dans le cas d'un choc sur une pièce mobile, est-il possible de fixer l'accéléromètre sur la pièce mobile sans endommager le câble? Oui. Les câbles sont prévus pour être sollicités. Il existe d'ailleurs certains câbles, quand on fait des câbles qui ne sont pas souples, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On aime bien quand même avoir des câbles qui ont une certaine souplesse, notamment parce que ça permet d'avoir des rayons de courbure plus importants, ça permet d'avoir des battements plus importants sans générer ces fameuses tensions, parce que j'ai expliqué que la vibration était problématique, mais imaginez bien que sur quelque chose qui est trop rigide, ça peut être aussi problématique. Trop souple, c'est problématique parce que automatiquement, s'il y a une forte accélération, ça va générer un déplacement plus important et on va avoir potentiellement des efforts qui seront associés à ces accélérations, ces mouvements, qui vont se répercuter sur, si jamais c'est sur un angle, on a déjà vu des cas où en fait je tape sur un angle un peu trop droit, un peu trop tranchant, je vais marquer, ça va fragiliser le câble. Donc on va avoir des câbles qui sont plus ou moins souples et des câbles qui sont plus ou moins rigides parce que justement c'est pareil. Et je sais que je vais avoir une certaine distance de câble, mais je vais avoir quelque chose de relativement rigide pour qu'on n'ait pas ce grand débattement. C'est du contrôle. On travaille avec des câbles en téflon, donc c'est du polyuréthane. On travaille avec des câbles en silastène et bien souvent on adapte le type de câble à l'application pour que quand on a un déplacement en vibration ou associé à une énergie de type choc, on se retrouve avec le moins de contraintes. C'est toujours pareil. On regarde quelle est la sollicitation mécanique qu'il va y avoir sur le câble pour qu'elle soit le moins dommageable pour le système. Donc vous pouvez très bien avoir un câble mobile avec un système qui bouge. Quand on fait des essais sur des casques où on a un puits de chute, automatiquement, on peut avoir le câble qui est sur le bâti à côté et on va avoir un grand battement qui peut être une chute de 1 mètre, 2 mètres ou plus en fonction de l'essai. Et ça n'endommage pas le câble. On fait les câbles pour ça. Alors, est-ce que je peux avoir la réponse sur la durée de l'impact de vie des ICP qui sont débranchés sous tension? Je vous ai dit, c'est... ça dépendra du dommage reçu sur les composants. S'ils sont débranchés sous tension et qu'ils sont protégés, ça n'aura aucune incidence. Ils sont protégés. Si jamais il n'y a pas ce système de protection, on sait très bien que ça peut endommager tous les composants, enfin, une partie des composants et donc le capteur. Donc ça peut le tuer instantanément. Ou le dégrader de façon permanente instantanément. Donc c'est là où c'est difficile de répondre à la durée de vie. C'est si jamais ça ne se passe pas bien, ça peut être immédiat. Donc on ne parle plus de durée de vie. Alors, pendant par email, bientôt. Vendez-vous des pots vibrants. Oui,
Ah oui, et puis ils sont réputés. Ah. Alors, oui, nous vendons des pots vibrants. C'est la gamme TMS. Et ce sont des. Forcément, c'est les nôtres. Mais je ne peux pas dire autrement. Il y a deux types de pots vibrants on va jusqu'à 15 kHz et on a un pot on a deux pots là-dessus, qui vont jusqu'à 20 kHz. Le plus simple, c'est qu'on vous envoie les specs, les spécifications, pardon, on peut parler français, les spécifications de ces deux éléments. Ils vont avec un système qui peut le piloter aussi, qui sont les bancs 9155D de The Model Shop, TMS, pour les intimes. Tout comme on peut aussi proposer des systèmes, des barres de Hopkinson ou des systèmes qui s'appellent des tours pneus choc pour des essais d'impact jusqu'à 10 000 G. La barre d'Hopkinson, c'est plus caractérisé. C'est la caractérisation, c'est plus d'étalonnage. On parle plus d'étalonnage. Ce sont les éléments qui permettent de monter jusqu'à 100 000 ou 200 000 G d'impact. Je crois du coup c'était tout en termes de questions. Merci en tout cas pour toutes les questions que vous avez posées. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir... Ah, Sébastien. Ok, les preneurs pour les specs. Très bien. Je ne sais plus si la personne qui avait posé... Je reviens juste sur un truc qui est un problème important. Les perturbations magnétiques de tous les éléments qui sont environnants des chaînes de mesure ou de transmission de signaux. Si jamais la personne a eu ou les personnes ont eu les réponses qu'elles attendaient. Donc sinon, n'hésitez pas à en reparler pour s'il faut approfondir un peu plus ou si j'ai pas été assez clair. Ouais, Sébastien qui nous écrit, mais je crois que ça a été très clair. Voilà. Alors. C'était clair. Parfait. Très bien. Donc, je voyais encore merci pour vos questions. C'est toujours intéressant d'avoir autant d'échanges, surtout sur un webinaire donc là, qui a été un peu plus long que prévu. En tout cas, on s'excuse pour les problèmes techniques et les presque 40 minutes en plus. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et merci à Luc pour cette présentation. Et il reviendra donc plus fort en 2022 avec tout ce qu'on va vous proposer. Et en tout cas, on espère arriver avec de nouvelles idées, vous surprendre et passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en tout cas en 2022. Et donc d'ici là, bonne année et passez un bon Noël. Bonne journée à tous. Bonne journée. Et bonne fin de semaine. Bonne fête de fin d'année.